Bienvenue dans le 23h, mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons avec les titres. La manipulation de la viande de brousse est l'une des causes de transmission de la variole du singe. Selon le ministère en charge de la Santé, les eaux et forêts ont proscrit la consommation sous peine de sanctions. Cette viande, beaucoup prisée dans la restauration, est toujours présente dans les menus. Les populations pourront-elles s'en défaire? L'analyse de la rédaction dans quelques instants. Dans cette édition, nous nous intéresserons à de jeunes apprenants en pleine vacances scolaires. Ils ont décidé de mettre cette période à profit pour mener des activités génératrices de revenus au village. Un moyen pour eux d'aider leur famille à préparer la rentrée scolaire avec son lot de dépenses. Paris a lancé ce soir ses premiers Jeux paralympiques. 4400 athlètes ont défilé sur le bas des Champs-Élysées pour se diriger vers la place de la Concorde, théâtre du lancement de cette compétition. Merci de votre attention. Elle est prisée dans la gastronomie ivoirienne. La viande de brousse devra désormais être retirée du menu le temps d'une crise sanitaire. Sa manipulation est l'une des causes de transmission de la variole du singe. Selon le ministère en charge de la Santé, les eaux et forêts brandissent la sanction pour décourager la consommation de la viande de brousse. Didier Nguessan. Antilope, pangolin, rat, gibanaché ou vipère. Ces espèces animales, qu'elles soient en voie de disparition ou non, sont la cible de braconniers. Leur destination est un secret de polichinelle, les ménages et la restauration. Le gibier, communément appelé viande de brousse, est un méprisé des consommateurs. Malgré la fermeture de la chasse en Côte d'Ivoire, ces animaux sauvages, du moins leurs carcasses, foisonnent sur les étals des marchés, au vu et au su de tous. Si les consommateurs semblent apprécier la viande de brousse, elle est connue pour être l'une des sources de transmission de maladies, comme l'actuelle variole du singe, le contact avec les bêtes vivantes ou mortes pouvant entraîner la contamination, selon l'Institut national d'hygiène publique. Les services des eaux et forêts s'emploient à saisir les marchandises des contrevenants et à les incinérer. Ceux-ci encourent des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans et risquent des amendes de 5 à 100 millions de francs CFA. Mais face à la maladie, nul besoin de tomber sous le coup de la loi. Avec une trentaine de cas de variole du singe en Côte d'Ivoire et plus de 270 cas contacts, les mesures de prévention ne sont plus du seul ressort des autorités sanitaires et forestières. Mais elles impliquent l'adhésion de toute la population. Une approche plutôt citoyenne de cette crise sanitaire place le respect de la fermeture de la chasse et la défense de consommer le gibier comme un réflexe à adopter. Les contraintes occasionnées par le Covid-19 et ses effets sur les ménages et l'économie sont encore vives dans les mémoires. La variole du singe ou Mpox, une réalité en Afrique. Près d'1 million de doses de vaccins sont attendues sur le continent et 215 000 ont déjà été sécurisées auprès du fabricant danois Bavarian Nordic. Ce sont les propos du docteur Jean Kasseya, le directeur de l'Afrique CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, demande également un transfert de technologie. C'était au cours d'une réunion du comité régional de l'OMS pour l'Afrique organisée au Congo-Brazzaville. Un autre défi pour le continent africain, les spécialistes veulent repenser le mode de production et de consommation d'énergie. Destination choisie pour porter la réflexion, Abidjan. Au cours des travaux, la Côte d'Ivoire a réitéré son engagement d'atteindre à l'horizon 2030 45% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, dont 12% d'énergie solaire. Plus d'explications avec Lanciné Bakayoko. Bien que l'Afrique détient 40% du potentiel solaire mondial, alors qu'elle représente à peine 20% de la surface terrestre, le nombre de centrales solaires construites sur le continent reste insuffisant. Pourtant, au regard de l'urgence climatique, le choix des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, n'est plus une option pour l'Afrique, mais une obligation stratégique. Le déploiement à très grande échelle de ce potentiel d'énergie solaire devrait permettre de faire bénéficier de l'électricité aux 645 millions d'Africains qui n'y ont pas encore accès. La Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs initiatives, notamment d'un centre d'excellence pour les applications de la technologie solaire à Bingerville. Grâce à ce centre,
Les secteurs privés et publics ivoiriens pourront acquérir une expertise pointue dans le domaine de l'énergie solaire. Surtout qu'à la COP 21 à Paris, la Côte d'Ivoire s'est engagée à atteindre 42% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique à l'horizon 2030. Engagement revu à la hausse à Glasgow, avec un objectif porté à 45%, dont 12% d'énergie solaire. La Côte d'Ivoire a mis en service, en avril 2024, sa première centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 30 MW connectée au réseau national. L'extension de cette centrale est en cours pour atteindre 80 MW en 2025. À ce jour, le cumul de la capacité des projets solaires engagés pour être réalisés d'ici 2030 est d'environ 700 MW. Environ 50 pays prennent part à cette 6e réunion du Comité régional pour la région Afrique de l'Alliance solaire internationale. Cet outil va renforcer les relations commerciales entre Abidjan et Washington, le système de programmation et de coordination des flux de camions en partance et en provenance dans la zone portuaire d'Abidjan. Un système expliqué à la communauté des entreprises de transport routier et conducteurs de poids lourds. Il constitue une plateforme technologique innovante pour faciliter la déclaration des marchandises et planifier des rendez-vous de déchargement de produits commerciaux. Fred Oulaye, Khalil Diomandé. À l'issue d'une étude de faisabilité, une société américaine sort de son laboratoire une solution technologique de programmation et de coordination des flux de camions en partance et en provenance de la zone portuaire. La plateforme baptisée Intelix a pour vocation de décongestionner la zone portuaire. Aujourd'hui, un camion peut prendre une journée pour faire une seule opération dans la zone portuaire. Mais avec notre solution, on pourra permettre à ces camions de faire 2, 3, 4 rotations. Vous voyez déjà le gain en matière d'économie. Le lancement de cette phase pilote apparaît pour la tutelle et les entreprises de transport comme un moyen de réduire le temps de décharge des marchandises. En ce qui concerne le transport, nous pensons que ce projet va avoir un plus en termes de rentabilité, en termes de lutte contre toute forme de tracasserie et surtout en termes de perte de temps. Alors, lorsque vous avez gagné du temps, et que vous avez la mobilité plus facile et que vous avez une vision claire dans la gestion de vos affaires à partir d'un projet qui favorise la fluidité, vous ne pouvez qu'être satisfait. C'est pour cela que nous remercions donc le gouvernement américain et le gouvernement ivoirien. Il s'agit donc pour nous de mettre en place une application pour faire donc un système d'appel pour permettre à des camions de se programmer en fonction donc des horaires indiqués, pour leur permettre de venir charger et décharger leurs marchandises qu'ils transportent. À l'occasion de cet atelier, il s'agit pour nous donc de passer la parole aux acteurs, donc les transporteurs, pour leur permettre de poser des questions et de s'inspirer donc de leurs expériences respectives pour enrichir le système et permettre qu'il soit opérationnel très rapidement. La mise en œuvre de ce projet technologique vient renforcer les engagements entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires commerciaux américains. Nous avons introduit cette innovation pour encourager beaucoup plus d'efficacité avec les conducteurs et les transporteurs. Et c'était un plaisir aujourd'hui d'avoir l'occasion de parler avec eux directement et d'expliquer que les technologies américaines sont des technologies dynamiques qui répondent à leurs besoins. Financée par les États-Unis d'Amérique, cette nouvelle trouvaille est accessible et téléchargeable via Google et Play Store. Un tour à présent à Longibonu, dans la région du Gbeke. Cette localité a été le théâtre du lancement de l'opération de reprofilage des routes de la région par le président du conseil régional. Cette sous-préfecture va bénéficier de 15 km et la région de 400 km de réfection des voies. Objectif, faciliter la circulation des personnes et des biens dans la localité. Le reportage de Kader Sogodogo. Longibonu, sous-préfecture de la région de Gbeke. L'état impraticable des routes dans la localité demeure une réelle préoccupation pour les populations. Les routes étaient un peu dégradées par rapport aux pluies diluviennes depuis quelques années. Et chaque fois, en Pâques, on essaie de reprofiler, mais ça ne va pas. Les pluies viennent toujours gâter. Donc si jamais il arrive à bien faire avec les dunes et autres, ça serait bien pour la population.
À bord d'un tracteur, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaouré Kounan, par ailleurs président du conseil régional de Gbeke, lance officiellement les travaux de reprofilage des voies de la sous-préfecture. Il s'agit de faciliter la circulation des personnes et des biens dans la localité. Bientôt, nous allons lancer un vaste programme de reprofilage des voies de toutes les localités de Gbeke. Nous avons voulu commencer à Languibonou, qui est une sous-préfecture qui a un déficit d'infrastructures. Je demande à la population de faire confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les conseils régionaux sont un prolongement de ce que le gouvernement fait, ce que le président Alassane Ouattara fait. Parce que c'est lui qui nous donne les moyens de faire ces travaux. Et qu'on travaille dans la paix. La sous-préfecture de Languibonou bénéficie ainsi de 15 km de reprofilage dans le cadre du programme de reprofilage des routes initié par le conseil régional de Gbeke. Le programme va s'étendre aux 4 départements de la région et plus de 400 km de routes seront ainsi traités. Un autre sujet, la rentrée scolaire approche à grands pas. Cette période rime avec de nombreuses dépenses, frais de scolarité, fournitures scolaires entre autres, une réalité pas toujours évidente pour de nombreux ménages. Comme solution, certains apprenants issus de familles économiquement faibles retournent au village et mènent des activités génératrices de revenus pour préparer leur retour en classe. Notre reporter Soro Corona est allé à la rencontre de ces jeunes soucieux de leur avenir. Les vacances scolaires interviennent comme des moments de repos pour les élèves après plusieurs mois d'études. Moment aussi pour des écoliers, élèves et étudiants de rejoindre leurs parents au village. Pour certains apprenants, les vacances scolaires ne sont pas de tout repos. Ils mènent des activités pour s'y faire de l'argent. À Kwakousekrou, village du département de Roulé, Kwadjo Dominique, élève en classe de terminale et 4 autres apprenants sont en activité dans un champ d'anacade. Des travaux champêtres pour leur permettre de faire des économies pour la prochaine rentrée scolaire. Moi et mes amis, nous associons, nous prenons les contrats soit par état ou par carré. Et l'état, c'est à 25 000 francs. À la fin des vacances scolaires, nous partageons l'argent. Nous projetons avoir 300 000 francs à la fin des vacances. Non loin de ce champ, Kounan Jean-Patrick extrait du vin de palme, appelé couramment le bandji. Une activité qu'il mène auprès de son père. 2 fois par jour, il vend le vin au marché du village. Je me lève très tôt le matin, je viens extraire le bandji, je me retourne à 16h30 pour aller revendre à 18h, 17h. Par jour, j'ai 40 litres, 1 litre à 100 cyan. Ça marche très bien. À Kokankou, village de la région du Gbeke, cette activité est aussi menée par des élèves. À Sakiare, village de tisserands dans le district autonome de Yamoussoukro, Kwaku Boris, étudiant et titulaire d'une licence en droit privé, exerce cette activité depuis l'école primaire. Bon, depuis 2013, je tisse le pain baoulé pour pouvoir me scolariser. Quand je viens pendant les vacances, si je n'ai pas d'argent, je sollicite le vieux, il me donne de l'argent et puis je commence à faire. Souvent, il peut avoir 100 000, 150 000. Le travail du pain à tisser est la principale source de revenus pour les élèves du village. En classe de 5e, 4e, et là, moi-même, j'ai décidé de me prendre en charge pour les études. Je connais de 1 semaine ou bien 2 semaines, je viens, je fais un peu de pain. C'est 3 ou bien 4, 5 pains comme ça. Quand je finis de vendre, l'argent qui est comme bénéfice, je prends pour satisfaire mes besoins. Ici, une tontine de pain est mise à jour pour accroître les revenus des élèves pour une rentrée des classes sans pression. L'argent de tontine, là, tu peux prendre cet argent pour aller garder à quelque part pour que la rentrée, tu puisses prendre cet argent pour aller te scolariser. Les semaines en 15, on arrive à faire des tirages. Et ces tirages nous permettent d'économiser, commencer à préparer notre rentrée scolaire. Donc c'est pourquoi on a mis les élèves dans les tontines. Dans le village de Ngata Dolikro, dans le département de Tiébissou, le travail du bronze est aussi pratiqué par les élèves. L'activité du champ, là, c'est tellement pénible pour les enfants. Quand ils viennent, bon, là, ils sont assis avec nous, on les apprend. Et c'est avec ça, pendant la rentrée, on puisse avoir quelque chose pour les scolariser. Je suis venu au village, j'ai appris beaucoup de choses. Dans mon village, on fait des bijoux. Je retiens que la scie d'abeille fait des bijoux et ça fait plusieurs choses. Les parents sont heureux de voir leurs enfants contribuer à leurs frais de scolarité en dépit de la situation financière difficile. Comme les vacances sont arrivées,
et il n'y a pas assez de moyens. Je lui ai dit de venir m'aider. On va extraire le palmier. Le plus d'argent qu'on va avoir, je vais lui en donner. Mon père est content de moi parce que ici, son premier fils, je suis obligé de l'aider pour avoir un peu d'argent pour payer ma scolarité. À côté de l'aspect rentabilité, les parents veulent transmettre un savoir-faire séculaire à la nouvelle génération. Je montre aussi à mes enfants. Voilà, c'est comme ça. Sinon, nous, anciens temps là, tout vont perdus. Voilà, c'est pourquoi je les fais venir pour extraire le bandier, pour les montrer comment il faut faire tomber, comment il faut tailler. Nous avons nos fils, élèves, étudiants, qui s'adonnent à cette activité, qui a débuté depuis près de 3 siècles. Nos parents sont venus du Ghana avec ce savoir-faire. Ils l'ont pratiqué, ils nous ont légué ce savoir-faire. À notre tour, nous le léguons à nos fils, qui leur permet aujourd'hui de pouvoir se prendre en charge pendant la rentrée scolaire. En zone rurale, les travaux champêtres, l'extraction et la vente du vin de palme, le travail du pain à tisser et du bronze, par leur rentabilité, participent activement à la scolarité de certains élèves et étudiants. Dans les grandes agglomérations, d'autres activités génératrices de revenus sont menées par les apprenants pour s'occuper sainement pendant ces vacances. Rappelons que la rentrée scolaire est prévue en Côte d'Ivoire le lundi 9 septembre prochain et justement pour assainir et améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques et privées du pays, le ministère en charge de l'Éducation nationale à travers la direction de l'encadrement des établissements privés a organisé depuis le 12 août une formation à l'endroit de 6084 directeurs d'école, éducateurs et enseignants. La cérémonie de fin de formation s'est tenue ce mercredi 28 août avec la remise de certificats. Khalil Diomandé. À quelques semaines de la reprise des classes, le ministère de l'Éducation nationale s'est attelé à mettre à niveau les compétences des acteurs du secteur. Durant 15 jours, 6084 directeurs d'école, enseignants et éducateurs ont été formés dans divers modules comme la didactique des disciplines, la préparation des cours et la déontologie du métier. La formation, tenue simultanément à Abidjan, à Yamoussoukro, à Daloa, à Bouaké et à Korogo, est couronnée par cette remise de certificats aux auditeurs. Il faut dire que cette formation a été très enrichissante pour nous. Nous sommes outillés, nous avons eu les éléments afin de pouvoir maîtriser la gestion des élèves, la gestion des classes en liberté. On a beaucoup plus appris la pédagogie, c'est-à-dire la méthodologie de l'enseignement, afin de pouvoir mieux donner le savoir et mieux encadrer les enfants que nous suivons. La tutelle attend du corps enseignant la mise en pratique des connaissances acquises à ce programme pour un impact positif sur la qualité de l'enseignement. J'espère que vous pourrez suivre et vous pourrez appliquer encore une fois tout ce qui vous a été enseigné, parce que c'est à ce prix que vous pourrez non seulement garantir de bons résultats aux examens de fin d'année, mais également c'est à ce prix-là que vous pourrez assurer la compétitivité de vos établissements et de vos structures. La rentrée scolaire 2024-2025 débute le lundi 9 septembre. Les enseignants se sont engagés à mettre du cœur à l'ouvrage en vue de surpasser les objectifs qui leur seront fixés. Dans l'actualité d'une compétition de football pour semer la graine de la paix, c'est le prétexte trouvé par le consul général de la Côte d'Ivoire au Niger pour promouvoir la cohésion sociale dans le département de Dabou. Le natif de Nouvelle-Osrou sensibilise les jeunes pour des élections apaisées dans la région des Grands Ponts. Éric Goury. Une compétition footballistique, motif de paix et de cohésion sociale à Nouvelle-Osrou, département de Dabou. Athlètes et spectateurs sensibilisés à la paix et à la cohésion sociale à quelques mois de l'élection présidentielle. 30 équipes participent à ce tournoi. Victor Akessé, consul de la Côte d'Ivoire au Niger et fils de Dabou, renforce les liens des jeunes en les invitant à ne pas accorder du crédit aux politiciens véreux. Ça a été organisé pour la cohésion et le vivre ensemble des fils de ce village et des villages environnants. Le président de la République prône toujours le vivre ensemble, la cohésion, et c'est ce que nous avons voulu, à une échelle assez restreinte du village,
prôner. Un message auquel adhèrent fièrement les populations de Nouvelle-Osrou, avec à leur tête les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les élus et cadres, les responsables religieux et les jeunes. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de palabres entre nous, les jeunes d'Osrou, que ce soit à Afar, Essar, Aragnan. Nous allons nous entendre, être unis dans le village pour que nous puissions travailler ensemble, pour que nous puissions jouer ensemble. La jeunesse vraiment a montré qu'elle pouvait remplacer ceux qui les ont précédés. Maintenir la paix et la stabilité à Dabou avant, pendant et après les élections, c'est l'objectif de ce tournoi. Comment améliorer le projet de protocole additionnel du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée? La question au centre d'un atelier tenu récemment, les séminaristes ont planché sur les normes et la promotion du travail décent dans le secteur de la pêche. Plus de détails avec Dangui Dangui. La pêche est l'une des professions les plus dangereuses à travers le monde, révèle l'Organisation internationale du travail, OIT. Le nombre de décès liés à la pêche est estimé à plus de 32 000 personnes chaque année, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Organisé à l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, cet atelier veut promouvoir le travail décent dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, grâce à la coopération avec l'OIT, nous voici en Côte d'Ivoire. L'ultime étape de la phase de consultation nationale dans les 6 pays membres du CPCO, en prélude à l'atelier régional de synthèse, avec pour but final d'intégrer les normes internationales pertinentes pour mieux promouvoir le travail décent, prévenir, détecter et éliminer le travail forcé et toute autre forme d'exploitation du travail et de violation des droits de l'homme dans le secteur de la pêche. Pendant ces 2 jours que vous allez travailler, nous aurons l'occasion d'évaluer la situation actuelle des conditions de travail dans le secteur de la pêche, d'identifier les défis et de proposer des solutions réalistes et applicables. Les 17 participants de cet atelier, au nombre desquels des représentants de ministères, d'organisations syndicales ont été invités à faire des propositions concrètes et réalistes afin d'améliorer le protocole additionnel à la convention du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée. Parlons diplomatie. La Côte d'Ivoire, à la conquête de l'Inde, son ambassade à New Delhi a décidé de mener une offensive d'envergure dans les régions clés de ce pays, devenu depuis peu la 5e puissance économique mondiale. Un forum économique à Bangalore, dans le sud-ouest de l'Inde, a été initié pour l'occasion. On en sait un peu plus avec Marie-Chantal Akandan. Ce forum économique de Bangalore en Inde a réuni les hommes d'affaires indiens et des opérateurs économiques ivoiriens. Les présentations ont porté notamment sur les opportunités d'affaires, les avantages du Code des investissements, les procédures de création des entreprises en Côte d'Ivoire, ainsi que les secteurs prioritaires définis par le PND 2021-2025. L'ambassadeur Camille Ndri a profité de cette tribune pour lancer un appel à la communauté ivoirienne vivant en Inde. Je n'ai aucun doute que les connaissances et expériences acquises en Inde seront d'une précieuse utilité pour notre mission commune, celle de bâtir une Côte d'Ivoire moderne et forte, résolument tournée vers le développement. Le gouvernement s'attelle à créer les conditions pour favoriser l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. Les relations bilatérales entre les deux pays se sont considérablement développées ces dernières années. La mission diplomatique indienne à Abidjan a été ouverte en 1979. La Côte d'Ivoire a ouvert sa mission résidente à New Delhi en septembre 2004. Retour à Abidjan, un forum sur les licences de marque 2024 en prélude à la première édition du Salon de licence en Afrique, prévu du 23 au 24 octobre prochain. Objectif visé par le forum, permettre aux entreprises de saisir de nouvelles opportunités d'affaires dans le secteur des marques et des licences. Précision de Dangui Dangui.
L'élection présidentielle de 2025 s'annonce à grands pas. La coordination du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du Sud Comoé affûte ses âmes pour cette échéance électorale à venir. Et Janaka Olé, le coordonnateur principal, met en mission les membres de la coordination régionale et les militants et militantes. Ils doivent rallier le maximum d'électeurs à la cause du RHDP. À partir d'aujourd'hui, qu'ils occupent le terrain pour qu'en octobre 2025, le Sud Comoé se montre reconnaissant vis-à-vis du président Alassane Ouattara, dont le leadership a transformé toute la Côte d'Ivoire, a particulièrement transformé le Sud Comoé. Nous ferons le meilleur score possible pour mériter tout ce que nous avons obtenu, tout ce dont la région a bénéficié grâce à lui. Pour l'atteinte de cet objectif, ces animateurs du parti sont invités à sensibiliser et mobiliser de nouveaux électeurs dans le cadre de l'opération d'enrôlement qui démarre bientôt. C'était plutôt la rencontre de Janaka Olé avec les représentants du RHDP dans le Sud Comoé. Toujours en politique, le bureau exécutif de l'Union des femmes du RHDP chez Henriette Dagré-Diabaté, figure emblématique et pionnière du parti, actuellement vice-présidente du RHDP. Cette rencontre, conduite par Arlette Badou, présidente de l'Union des femmes du RHDP, visait à présenter le bilan des activités récentes de l'Union avec un accent particulier sur la tournée nationale menée dans les différentes régions du pays. Ces femmes en ont profité pour témoigner leur reconnaissance à la vice-présidente du parti. Le reportage complet de Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. Une note de sport, Adjé Silas Mech porte la voix de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, poursuit son offensive à l'international, plus précisément en France. À l'occasion des Jeux paralympiques de Paris 2024, il a pris part à une rencontre de haut niveau avec l'institution. Samuel Mech. Présent dans la capitale française pour booster les éléphants olympiens dans le cadre des Jeux paralympiques à Paris 2024, le ministre délégué en charge des sports, Adjé Silas Mech, s'est mis aux côtés de l'UNESCO et du Comité international paralympique pour l'organisation de la conférence de haut niveau sur l'utilisation du parasport comme catalyseur pour faire progresser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le ministre ivoirien a, en compagnie de ses pairs d'autres pays, identifié les défis, les bonnes pratiques et les solutions innovantes dans ce domaine d'activité. Le parasport n'est pas en marge du printemps sportif que la Côte d'Ivoire connaît sous la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. En effet, l'État ivoirien a initié depuis 2011 des campagnes d'information sur les enjeux du développement du parasport. Dans cette optique, le Comité national paralympique, avec le soutien constant du ministère en charge des Sports, a renforcé le dispositif d'accompagnement et de sensibilisation à l'accueil des personnes en situation de handicap. Depuis 2014, une vaste campagne en faveur des personnes en situation de handicap a été initiée au fait d'une pratique sportive enrichie et d'opportunités dans un cadre adapté et inclusif. Cela a contribué significativement à faire tomber les murs, les préjugés de réceptivité et d'encadrement du public en situation de handicap. Rencontre B2B, partage d'expériences, échange d'expertise et propositions pour une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap. Telles sont les actions menées par Adjé Silas Mech à l'UNESCO, où il porte la voix de la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que ce forum ministériel réunit des chefs d'État, des ministres en charge du sport, de l'inclusion et de l'égalité, d'autres autorités gouvernementales et des banques de développement pour s'engager dans des actions concrètes favorisant l'inclusion des personnes en situation de handicap à travers le sport. Nous vous le disions en titre, Paris a lancé sous un temps ensoleillé devant un panorama très coloré ses premiers Jeux paralympiques. 4400 athlètes ont défilé sur le bas des Champs-Élysées pour se diriger vers la place de la Concorde, théâtre du lancement de ces compétitions. Elles démarrent officiellement demain et prendront fin le 8 septembre prochain. Voilà qui met un terme à ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur RTI1.